La méthode d'évaluation d'une entreprise par les résultats résiduels est peu utilisée en pratique. Elle est surtout populaire dans la littérature scientifique comptable. Elle présente cependant des attraits particuliers. Elle fait appel à des notions comptables très usitées, comme le résultat et la valeur au bilan. C'est pourquoi nous proposons dans cette courte vidéo un modèle de mise en œuvre. Attention, la méthode connaît de nombreuses variantes et nous nous limitons ici à la plus simple. Si vous souhaitez approfondir la question, vous pouvez vous reporter au chapitre 8 de notre ouvrage « Gestion de portefeuille et marché financier » paru chez Pearson France. Il existe dans la littérature comptable contemporaine deux grands types de modèles d'évaluation par les résultats résiduels. Les Residual Income Models, ou RIM, et les Abnormal Earning Growth Models, ou AEG. Nous n'aborderons ici que la première famille. Voyons-en immédiatement le principe général et d'abord les 4 équations indispensables pour dériver ce type de modèle. La dérivation du modèle RIM emprunte une identité de base très simple à démontrer. La relation vaut pour n'importe quel type de variable et n'a donc pas de contenu économique propre. La valeur en zéro d'une variable B, augmentée de la somme des variations de B, ajustée elle-même d'un montant égal au produit d'un taux K multiplié par la valeur de B en période précédente, et actualisée au taux K, vaut 0, à la condition que la valeur présente de B converge vers 0 quand le temps tend vers l'infini. Dans ce qui va suivre, B peut représenter la valeur comptable des fonds propres et des dettes, si on estime la valeur d'entreprise, ou la seule valeur comptable des fonds propres dans le cas de la valeur pour les actionnaires. K, le taux d'actualisation, représente le WACC ou le coût des fonds propres selon le cas considéré. La seconde relation qui va être utilisée est d'ordre comptable. Elle est dite de clean surplus. Elle signifie par exemple que les capitaux propres au bilan augmentent d'un montant égal au résultat net diminué des dividendes, des rachats d'actions et des augmentations de capital. Ces derniers éléments représentent les free cash flow pour les actionnaires. De même, on peut supposer cette relation quand on considère l'entreprise du point de vue de l'ensemble de ses bailleurs de fonds. Le free cash flow est alors l'operating free cash flow ou le cash flow libre généré par les opérations. La troisième relation est celle qui définit la valeur comme la somme des flux de trésorerie actualisés attendus par les apporteurs de fonds. Ainsi, pour la valeur d'entreprise, il s'agit des Operating Free Cash Flow, OFCF, et du WACC comme taux d'actualisation. Pour la valeur actionnariale, il s'agit des Free Cash Flow for Equities, FCFE, et du coût des fonds propres comme taux d'actualisation. L'évaluation par les résultats résiduels est ainsi ancrée dans celle par les Discounted Cash Flow, DCF. La quatrième et dernière relation décrit la dynamique attendue des résultats. Ces derniers sont décomposés en un résultat normal égal au produit des capitaux comptables engagés et du taux d'actualisation retenu, et en un résultat résiduel qui en est le solde. Ce résultat résiduel a tendance à diminuer chaque année en fonction d'un coefficient oméga inférieur à 1. Le modèle peut aussi bien s'appliquer au couple EBIT après impôt et WACC ou au couple résultat net et coût des fonds propres, selon qu'il s'agit de la valeur d'entreprise ou de la valeur actionnariale. Dans la littérature comptable, des modélisations plus complexes ont été développées.
À partir des relations 3 et 2, il est facile d'exprimer la valeur comme la somme actualisée de la différence des résultats attendus et des variations de capitaux. En intégrant la relation 1, c'est-à-dire un montant égal à 0 qui ne change pas la valeur, on obtient facilement la relation de base suivante. La valeur financière est égale à la valeur comptable augmentée de la somme des résultats résiduels attendus actualisés, qui constitue par ailleurs aussi ce que l'on appelle généralement le goodwill. La relation 4 permet d'écrire le résultat résiduel attendu en n'importe quelle période t plus 1, comme le produit du résultat résiduel attendu en 1 multiplié par le coefficient oméga à la puissance t. En intégrant cette expression dans l'équation d'évaluation et en procédant à son calcul, on obtient immédiatement le modèle RIM de base. La valeur financière est égale à la valeur comptable augmentée du résultat résiduel attendu, lui-même capitalisé, à un taux égal à 1 plus K moins oméga. Notons que dans les deux cas, valeur d'entreprise ou valeur actionnariale, ce modèle de base peut être réécrit très simplement, comme la somme pondérée d'une valeur comptable et d'une valeur de rendement, c'est-à-dire de la capitalisation du résultat attendu. Les poids dépendent des valeurs prises par le taux d'actualisation et le coefficient de persistance. Notons que l'importance relative de la valeur de rendement est croissante avec oméga. Pour oméga égale 1, elle représente 100% de la somme. Enfin, quand oméga vaut 1 moins le taux d'actualisation, le coefficient de pondération est alors de 1,5. Et on retrouve la vieille méthode d'évaluation, dite des praticiens. Sans surprise, puisque le modèle RIM est ancré dans celui des DCF, si on suppose oméga égale 1 plus G, taux de croissance attendu sur le long terme, le résultat obtenu est strictement équivalent au modèle des DCF avec une croissance constante à perpétuité. Ceci permet de bien mettre en évidence que les modèles RIM et DCF donnent fondamentalement les mêmes résultats s'ils sont utilisés avec les mêmes hypothèses. En pratique, les différences de résultats obtenus proviennent du fait que l'analyste ne retient pas dans chaque cas le même jeu d'hypothèses. Ce qu'il faut juger, c'est le réalisme des hypothèses et non la technique de représentation. Pour bien illustrer ces propos, nous vous proposons ce petit exemple. Une entreprise a une valeur comptable de 1000, un résultat attendu de 150 pour l'année à venir et des free cash flow de 130. Sa croissance espérée sur le long terme est de 2%. Cela ne concerne que les capitaux dans le cadre du modèle RIM. Dans le cas toujours du modèle RIM, le coefficient de persistance est estimé à 0,8. Dans les deux cas, le coût du capital est de 10%. Le modèle DCF donne une valeur de 1625, 130 divisé par 10% moins 2%. Le modèle RIM donne une valeur de 1167, somme de 1000 et de 50 divisé par 1 plus 10% moins 0,8. La différence est donc considérable et il est fréquent en pratique d'obtenir des valeurs très conservatrices avec le modèle RIM. Pourquoi donc? Dans le cas du modèle DCF à croissance constante, tout est supposé augmenter au taux de 2%. Les free cash flow, bien évidemment,
mais aussi les résultats et les valeurs comptables. Ainsi, nous avons une évolution attendue des résultats, comme celle décrite par la courbe rouge, croissance régulière. Il en va tout autrement dans le cadre du modèle RIM. Dans le modèle RIM, le résultat normal est supposé croître régulièrement au taux de 2%, comme l'illustre la courbe grise en pointillé. Mais le résultat résiduel est supposé décroître au rythme de 20% par an, 1 moins 0,8, le coefficient de persistance. Quand on additionne les deux parties, on obtient le résultat attendu, dont l'évolution est ici figurée par la courbe bleue. Il est clair que les hypothèses retenues supposent ici une décroissance à court terme du résultat, suivie dans le long terme d'une croissance autour de 2%. Ainsi, les hypothèses concernant les prévisions de résultats sont-elles fondamentalement différentes dans un cas et dans l'autre? Alors que le modèle DCF attend une croissance constante des résultats au rythme de 2% par an, le modèle RIM suppose une variation de moins 5,33% du résultat entre l'année 1 et l'année 2, suivi d'autres décroissances jusqu'à l'année 9, pour voir ce taux tangenter à long terme les 2%, comme l'illustre la courbe en pointillé bleu. Les hypothèses retenues sont donc effectivement pessimistes et expliquent la modestie de l'évaluation obtenue. Quelle est la bonne représentation? Celle du DCF ou celle du RIM? Tout dépendra du cas à traiter. En tout état de cause, il convient de bien traduire ces hypothèses implicites en évolution supposée des résultats, comme nous venons de le faire. Le choix de la méthode sera ainsi bien éclairé. Si vous souhaitez mettre en œuvre cette approche, le fichier Excel est accessible sur ma page Facebook. Et surtout, vous trouverez plus de détails dans le chapitre 8 de notre ouvrage Gestion de portefeuille et marché financier, paru chez Pearson France.